La maison sentait la sauge et la dinde rôtie, le genre de chaleur qui aurait dû promettre du réconfort. J'avançais dans le couloir en direction de la chambre d'amis quand j'ai remarqué que la porte du bureau était restée légèrement ouverte. La voix de mon père parvint à travers l'entrebâillement, basse mais ferme. « Ta sœur. Elle ne vaut pas un sou. C'en est fini d'elle. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis la réponse douce de Thomas a suivi, incertaine, presque pleine d'excuses. Je suis resté figé, mon pouls martelant dans mes oreilles. De mon angle, je pouvais juste entrevoir la courbe de l'épaule de ma mère alors qu'elle se tenait près de la fenêtre. Robert triait des papiers à son bureau. Thomas était affalé sur le canapé, mais ce fut Sylvie qui tourna la tête la première. Ses yeux ont rencontré les miens à travers l'ouverture étroite. Au lieu du choc ou de la honte, elle m'offrit le plus petit des sourires, comme si elle avait attendu que j'entende. Ce sourire m'a vidé de l'intérieur plus que les mots eux-mêmes. Il m'a dit tout ce que j'avais craint mais que je n'avais jamais voulu croire, que ma place dans cette famille avait été discrètement révisée, ma valeur évaluée et rejetée, le tout sans que j'aie mon mot à dire. Je me suis reculé dans l'ombre, chaque souvenir de trophées ignorés et d'éloges différés convergeant en une seule vérité tranchante. La maison semblait plus froide malgré le feu qui brûlait dans l'âtre, chaque portrait sur le mur me rappelant quel visage avait toujours compté davantage. Au moment où j'ai atteint la chambre d'amis, mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine fermer la porte. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant le couvre-lit floral insipide, les bruits de rire venant d'en bas montant comme si rien ne s'était brisé. Mais quelque chose s'était brisé, et je savais que je ne dormirais pas cette nuit-là. Le sommeil me fuyait. Au lieu de cela, mon esprit a vagabondé en arrière à travers les années, dressant un bilan des moments d'enfance qui prenaient maintenant un sens terrible. Thomas était toujours celui qui était sous les feux des projecteurs. Quand il a atteint la finale du concours de débat en première, mes parents ont traversé le pays sans hésitation. Cette même semaine, je m'étais qualifié pour le championnat de mathématiques régional. J'y suis allé seul avec mon professeur, mes parents me disant au revoir avec un sourire poli et un rappel que Thomas avait davantage besoin de leur soutien. « Tu t'en sortiras », disait toujours ma mère, son ton doux mais dédaigneux, comme si l'indépendance avait été mon état naturel plutôt qu'une condition imposée par la négligence. J'ai appris très tôt que la reconnaissance était une ressource allouée avec parcimonie, et rarement à moi. Il y avait une exception, ma grand-mère, Hélène. Elle vivait dans un petit pavillon de l'autre côté de la ville, une maison qui sentait la lavande et les vieux livres. Le week-end, elle étalait des relevés bancaires sur la table de sa cuisine et m'expliquait les mystères de l'intérêt composé et des obligations d'épargne. L'indépendance financière, c'est la liberté, disait-elle plus d'une fois, sa voix posée, ses yeux plus vifs que quiconque ne le pensait. Tandis que Thomas se plaignait que ses visites étaient ennuyeuses et restait souvent à la maison, j'absorbais chaque mot. Quand elle est décédée pendant ma terminale, elle m'a laissé 14 000 €, spécifiquement destinés à mes études lors de la lecture du testament. J'ai surpris le rapide regard que mes parents ont échangé, quelque chose de cassant dans leurs expressions. Plus tard, ma mère a fait remarquer, presque nonchalamment, « Ta grand-mère t'a toujours préféré », transformant ce qui avait été un cadeau en un sujet de discorde. Cet héritage est devenu mon billet de sortie, bien que même alors, il ait été recadré comme un déséquilibre. Thomas a reçu les frais de scolarité, le logement et des allocations infinies. J'ai étiré le cadeau d'Hélène entre les bourses d'études et les emplois à temps partiel, apprenant à vivre avec des marges si serrées qu'elles en étaient douloureuses. Allongé et veillé dans la chambre d'amis maintenant, j'ai réalisé qu'Hélène avait fait plus que me donner de l'argent. Elle m'avait donné des outils que mes parents n'avaient jamais eu l'intention que j'aie, la connaissance pour être autonome. Alors que je pressais mes paumes contre la couette, je savais que ces leçons étaient sur le point de devenir ma seule défense, parce que le compte que j'avais autrefois appelé famille venait de me déclarer insolvable. HEC Paris a été le premier endroit où je me suis senti à la fois invisible et libre, invisible parce que personne là-bas ne se souciait du nom de famille Dubois, libre parce que pour une fois, je pouvais me définir par des chiffres dans un registre plutôt que par un rôle assigné à la table du dîner. L'héritage d'Hélène a couvert mes frais de scolarité et mes livres de première année. Après cela, j'ai tout assemblé, bourse d'études, travail à la bibliothèque, cours particuliers de calcul le week-end. Je me suis habitué à compter chaque euro 2 fois, non par peur, mais par fierté. À la maison, Thomas avait choisi l'université de Nice. Mes parents ont payé la facture en totalité, justifiant la dépense avec des mots que je pouvais encore entendre, il a besoin du bon environnement pour réussir. Son « bon environnement » était un appartement près de la plage et une nouvelle voiture dans l'allée.
Le mien était une chambre universitaire à la peinture écaillée, des services au restaurant universitaire et des manuels achetés d'occasion et revendus pour de l'argent. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé à Paris, acceptant un poste dans un cabinet de conseil financier. Mon appartement dans le Marais faisait à peine 65 mètres carrés, mais il était à moi. Chaque meuble que j'achetais d'occasion et que je rénovais ressemblait à une déclaration. J'ai construit ma vie brique par brique. Mon fonds d'urgence a augmenté lentement, puis régulièrement. Les cotisations de retraite ont suivi, et finalement un portefeuille qui surpassait même celui de certains de mes collègues plus âgés. Mais la discipline n'effaçait pas l'obligation. Chaque mois, sans faute, je virais 500 € à Lyon. Cela avait commencé des années plus tôt, pendant ce que mon père appelait un « ralentissement temporaire » dans l'entreprise de construction. Je me disais que c'était ma contribution, la preuve que j'appartenais toujours à l'unité familiale. Malgré la distance, même après que l'entreprise se soit redressée, les virements ont continué, sans être remis en question. Je considérais cela comme un devoir à l'époque, comme si mon indépendance devait être subventionnée par une attache. Ce soir, assise dans la chambre d'amis avec les voix de mes parents résonnant encore en moi, je voyais les choses différemment. L'argent que j'avais envoyé toutes ces années était plus qu'une obligation. C'était le carburant d'une machine qui prétendait maintenant que je ne valais rien du tout. Le dîner du réveillon de Noël était censé être une célébration, mais dans ma famille, il ressemblait toujours davantage à une scène de théâtre. La table brillait de verre en cristal et d'argenterie polie à la perfection, chaque détail étant orchestré par ma mère. J'avais répété comment je leur dirais, comment Michel m'avait demandé de l'épouser, comment la bague était exactement ce que je voulais simple et choisi avec soin. J'ai attendu le bon moment, mais avant que je puisse finir ma phrase, Thomas s'est raclé la gorge et s'est lancé dans la description de sa dernière idée de start-up. Mon père s'est immédiatement penché en avant, les yeux brillants, le bombardant de questions sur la croissance du marché et le capital risque. Ma mère a posé sa main sur celle de Thomas et a souri fièrement, comme si le repas lui-même avait été préparé en l'honneur de sa vision. Quand j'ai réessayé, mentionnant doucement mes fiançailles, mes paroles sont tombées à plat. Sylvie m'a jeté un bref regard, ses lèvres se retroussant en ce faible sourire que j'avais appris à trop bien connaître. C'était le sourire qui me disait qu'elle m'entendait, et aussi qu'elle avait déjà décidé que le sujet était indigne d'attention. La conversation est revenue à Thomas, et ma nouvelle a disparu comme une fourchette tombée sous la table. Quelques heures plus tard, alors que la maison s'installait dans son calme nocturne, je suis passé devant le bureau. La porte était de nouveau entr'ouverte. La voix de Robert était ferme, certaine. L'entreprise, la maison, la fiducie, tout ira à Thomas. C'est déjà structuré. Elle n'a besoin de rien de tout ça. J'ai retenu mon souffle, mon cœur martelant contre ma poitrine. À travers l'ouverture étroite, j'ai vu Thomas hocher la tête, mal à l'aise mais silencieux. Ma mère se tenait à la fenêtre, son reflet capturé dans la vitre. Elle s'est retournée, m'a vu là, et a rencontré mes yeux sans surprise, puis a souri du même sourire entendu qui m'avait réduite au silence au dîner, avant de se retourner comme si mon exclusion avait toujours fait partie du plan. Je me suis glissé dans le couloir, l'écho de son sourire brûlant plus fort que les mots de mon père, sachant déjà que je ne pouvais pas laisser la nuit se terminer sans ouvrir chaque registre qu'ils avaient essayé de garder caché. La maison était sombre, à l'exception de la faible lumière dans la chambre d'amis où j'étais assise avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. J'aurais dû dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire de ma mère, cette confirmation silencieuse de mon effacement. Au lieu de me reposer, j'ai ouvert les dossiers que j'avais transportés à travers le pays, des archives méticuleuses que je gardais toujours, des virements bancaires, des relevés de compte, des reçus numérisés. Au début, je me disais que je les examinais seulement pour me distraire l'esprit. Mais au fil des heures, l'histoire de ma vie a commencé à se dérouler en chiffres qui parlaient plus fort que n'importe quel toast de fête. Ligne après ligne montrait les virements mensuels, 500 € sans faute, s'étalant sur près de 7 ans. 40 000 € virés fidèlement sur un compte familial dont je savais maintenant qu'il n'avait rien à voir avec des ralentissements temporaires. J'ai fait défiler plus loin et je me suis figé quand j'ai vu une autre entrée, 7 500 € prélevés directement sur l'héritage que Hélène m'avait laissé. Le compte avait été vidé 3 ans plus tôt, déguisé en investissement familial. Je l'ai retracé jusqu'au lancement de l'application de Thomas, celle qui a fait long feu avant même que l'encre de ses cartes de visite ne soit sèche. Personne ne m'avait demandé. Personne ne m'avait remboursé. Puis vint la plus grande violation. J'ai trouvé des documents de prêt liés à l'entreprise de construction de mon père,
la section du garant portant mon nom, mon historique de crédit, ma stabilité utilisée sans que je le sache. Je me suis souvenu d'avoir signé une pile de formulaires d'assurance lors d'une visite de Noël, sans réaliser ce qui avait été glissé à l'intérieur. La prise de conscience m'a glacé plus que l'air de novembre qui s'infiltrait par la fenêtre. J'ai commencé à taper, page après page. J'ai catalogué non seulement l'argent mais aussi les moments, le championnat auquel j'ai assisté seul, les bourses pour lesquelles je me suis battu, les dîners ou les croquis ou les idées de Thomas éclipsaient chacune de mes réussites. 7 pages au total. Le registre du déséquilibre de toute une vie. Ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. La preuve que je ne l'avais pas imaginée. Une preuve qui pourrait résister aux dénégations que je savais imminentes. Au moment où la première lumière a pressé contre les stores, mes mains étaient endolories à force de taper, mais mon esprit était clair. J'avais fait le bilan, et le solde était définitif. La seule tâche restante était de le leur présenter. Au moment où l'aube se levait sur les collines, j'avais déjà préparé une cafetière entière. Le rituel m'a apaisé, des cuillères mesurées, le bourdonnement de la machine, l'odeur âcre remplissant la cuisine silencieuse. J'ai posé 4 tasses sur la table de la salle à manger, une pour chacun de nous, et j'ai déposé les dossiers à côté d'elle comme des marque-places à un banquet que personne n'avait voulu. Robert a été le premier à apparaître, attiré par l'odeur. Ses yeux ont passé des tasses à mon visage, puis à la pile de papier bien rangée. Il savait que ce n'était pas un petit déjeuner ordinaire. Sans attendre qu'il parle, j'ai désigné son siège. Assieds-toi. Il y a des choses dont nous devons discuter. Sylvie est entrée quelques instants plus tard, toujours impeccable dans ses vêtements du matin, une faible trace de parfum la suivant. Thomas est arrivé en dernier en titubant, les cheveux en désordre, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Ils ont pris leur place, perplexes mais méfiants. J'ai fait glisser un dossier vers chacun d'eux. À l'intérieur se trouve un registre complet de chaque euro que j'ai contribué à cette famille depuis mon départ pour Paris, 40 000 euros en virement, 7 500 euros volés de l'héritage que grand-mère Hélène m'a laissé, et des documents de prêt frauduleux signés à mon nom. Lisez-les. Robert a tourné une page, sa mâchoire se crispant. C'est inutile, dit-il. Les affaires sont compliquées. Les familles s'entraident. L'aide n'implique pas la contrefaçon, ai-je répondu, ma voix posée, calme, le ton que j'utilisais en salle de conseil. Sylvie a attrapé sa tasse, les doigts tremblant légèrement. Camille, ma chérie, tu réagis de manière excessive. Nous t'avons toujours soutenu à notre manière. Pense à tout ce que nous avons fait. Ton éducation, tes opportunités. Mon éducation a été payée avec des bourses et des emplois. Mes opportunités, je les ai créées moi-même. Ce que vous avez fait, c'est siphonner mes ressources tout en me disant que je ne comptais pas. Thomas était assis en silence, fixant les papiers, les lèvres entr'ouvertes mais aucun mot ne venant. J'ai laissé le poids des preuves peser sur le silence. Finalement, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. C'est fini. Plus de virements. Plus de garanties. Je ne financerai pas cette famille tout en étant effacé. La pièce sembla se contracter, la table polie soudainement trop petite pour nous contenir. Les yeux de Robert se sont rétrécis. Le visage de Sylvie a pâli. Les doigts de Thomas se sont resserrés autour du dossier. J'ai laissé les mots là, définitifs, me préparant déjà à ce qui allait suivre. Thomas fut le premier à rompre le silence, sa voix rauque d'incrédulité. Camille, tu as mal compris. Papa n'a jamais voulu dire que tu n'étais pas incluse. Ces choses sont compliquées. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. J'ai rencontré ses yeux à travers la table. Ai-je mal compris le fait de travailler de nuit à la bibliothèque alors qu'on t'a donné une voiture à 16 ans? Ai-je mal compris le fait de payer mes propres études à HEC Paris pendant que maman et papa couvraient chaque euro de tes frais de scolarité à l'université de Nice? Ai-je mal compris le fait d'envoyer 500 euros par mois de mon salaire pendant que tu vivais sans payer de loyer dans un appartement qu'ils ont meublé pour toi? La couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, aucun mot n'arrivant assez vite pour émousser la vérité. Je me suis penché en avant. Le lancement de l'application dont tu te vantais, celui qui a échoué en quelques mois, sais-tu d'où venait une partie du financement? Ses sourcils se sont froncés, l'incertitude vacillant. Papa a dit. 7 500 euros, les jeux coupés, de l'héritage de grand-mère Hélène. De l'argent qui m'a été laissé pour mes études.
Il est allé dans ton projet sans que je le sache et sans un seul mot de remboursement. Le papier dans ses mains tremblait alors qu'il parcourait les lignes de ma documentation. Pour la première fois, il ressemblait moins au fils préféré qu'à quelqu'un qui avait été maintenu dans une illusion soigneusement orchestrée. Il s'est tourné vers nos parents, sa voix s'élevant. « Est-ce que c'est vrai? Vous avez pris son argent pour couvrir mon entreprise. Vous avez utilisé ses virements toutes ces années ?» Sylvie a commencé à répondre, adoucissant son ton pour le rendre raisonnable, mais le regard vif de Robert l'a réduite au silence. Ce regard n'a fait que confirmer ce que Thomas soupçonnait déjà. Ses épaules se sont affaissées, la confusion laissant place à quelque chose de plus proche de la honte. Pour la première fois, j'ai vu les ficelles qu'il avait maintenues en l'air, et je les regardais réaliser qu'elles avaient été tirées par les mêmes mains qui m'avaient attaché. La pièce semblait différente alors, comme si le scénario leur avait échappé, et Thomas se retrouvait à fixer les pages, ne sachant s'il devait continuer à lire ou finalement les mettre de côté. Après la confrontation, la maison a semblé se refermer sur moi. Chaque surface polie me renvoyait une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire mes bagages. Les mouvements étaient efficaces, routiniers, comme pour préparer un voyage d'affaires, bien que cette fois je savais que je ne reviendrais pas. Sur mon ordinateur portable, j'ai annulé toutes les autorisations liées au compte de la famille. Les virements automatiques se sont arrêtés en quelques clics, et j'ai envoyé des avis à ma banque pour qu'aucun paiement futur ne soit traité. Vint ensuite le travail plus difficile, bloquer mes dossiers de crédit, verrouiller l'identité que mon père avait utilisée si librement. Le service juridique de mon entreprise a répondu en moins d'1 heure à mon message crypté, confirmant qu'il poursuivrait les garanties frauduleuses liées à mon nom. À chaque étape, les liens se sont desserrés jusqu'à ce qu'il ne reste que leurs ombres. Ma valise était prête près de la porte avant l'aube. J'avais déjà changé mon vol pour Bordeaux, où un nouveau poste de direction m'attendait. C'était plus qu'une promotion, c'était une chance de recommencer dans une ville où personne ne me connaissait comme la fille de Robert et Sylvie, où mon travail serait jugé sans comparaison. Avant de partir, j'ai cherché dans mon sac le seul objet que j'avais porté discrètement toutes ces années, la clé en laiton de la maison d'Hélène. Elle n'ouvrait plus aucune serrure, mais elle m'avait toujours rappelé la sécurité. Je me suis arrêté dans une petite boutique près de l'aéroport et leur ai demandé de graver un seul mot sur sa surface usée, limite. Quand je suis monté dans l'avion, la clé reposait dans ma paume, chaude de ma poigne, un héritage final non pas d'argent, mais de sens. Alors que les roues quittaient la piste de Lyon, j'ai compris que ma vie n'était plus la garantie des dettes de quelqu'un d'autre. Des mois ont passé avant que le premier message n'arrive. L'email de Sylvie dégoulinait de sentimentalisme, mêlant des souvenirs d'enfance à des appels à la compréhension. Elle me rappelait les fêtes passées, les repas préparés et les sacrifices supposément faits, bien que chaque ligne portait le poids indubitable de la culpabilité. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu par 3 phrases, un accusé de réception, une clarification indiquant que j'allais bien, et un rappel que toute correspondance future devrait se limiter aux questions nécessitant une documentation. Robert a pris contact peu de temps après, bien que son ton soit strictement professionnel. Il me présentait comme une consultante de confiance, dans des lettres à ses partenaires commerciaux, comme si le fait d'attacher mon nom pouvait sauver la crédibilité qu'il avait perdue. J'ai redirigé chaque demande vers la ligne générale de mon entreprise, m'assurant qu'ils ne reçoivent rien de plus que la même courtoisie automatisée étendue à n'importe quel autre client. La distance était ferme, et je l'ai maintenue. L'appel de Thomas est venu plus tard. Hésitant au début, il n'a pas habillé ses mots d'excuse. Au lieu de cela, il a admis ce que je soupçonnais depuis longtemps, qu'il s'était appuyé sur leur soutien sans demander d'où ils venaient, qu'il avait accepté les avantages comme étant naturels. Je pensais que j'avais besoin d'eux, dit-il doucement, mais je crois que je ne savais tout simplement pas comment tenir debout sans l'échafaudage. Sa voix ne contenait aucune exigence, seulement une reconnaissance. Pour la première fois, j'ai cru qu'il pourrait apprendre à porter son propre poids. À Bordeaux, j'ai construit quelque chose qu'Hélène aurait reconnu. J'ai créé une bourse à son nom, dédiée à enseigner aux jeunes femmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes les leçons mêmes qu'elle avait autrefois étalées sur la table de sa cuisine. Les candidatures ont rempli ma boîte de réception, des étudiantes désireuses de comprendre le budget, le crédit, l'indépendance. Chaque histoire me rappelait que son héritage n'avait jamais été l'argent, mais la connaissance qu'elle donnait librement. Le passé pesait encore sur moi par moments, mais il ne dictait plus mon bilan. J'investissais dans des avenirs qui voyaient de la valeur là où la mienne avait autrefois été niée, et je me préparais au jour où j'accrocherais enfin la clé d'Hélène sur mon propre mur.
Mon appartement à Bordeaux donnait sur la Garonne, l'eau virant alors sous le soleil de fin d'après-midi. Sur le mur au-dessus de mon bureau était accroché un simple cadre, et à l'intérieur, la clé en laiton qu'Hélène avait un jour pressée dans ma paume. La gravure scintillait faiblement à la lumière, limite. C'était devenu plus qu'une relique, c'était une boussole, un rappel que les serrures que je choisissais n'importaient plus que les portes qui m'étaient fermées. Quand Michel et moi nous sommes mariés, la cérémonie était petite, tenue dans une salle bordée de fenêtres qui donnaient sur le port. Des amis étaient à nos côtés, des collègues qui ne me connaissaient pas comme la fille de quelqu'un, mais comme quelqu'un dont le travail comptait. Thomas est venu seul, son costume mal ajusté, son expression sobre. Il a offert de silencieuses félicitations et aucune défense des personnes qui étaient restées à l'écart. Ce silence était sa propre forme de bilan. L'absence de Robert et Sylvie n'a pas vidé la journée de sa substance, au contraire, elle a confirmé ce que j'avais fini par comprendre. La famille ne se définit pas par les liens du sang ou les tables partagées, mais par ceux qui investissent dans votre valeur sans exiger de remboursement. Ma grand-mère avait connu cette vérité bien avant moi. Elle l'a plantée en moi, et je l'ai portée ici, dans cette ville, dans cette vie que j'ai construite sans leur échafaudage. Le soir, je m'assieds parfois sous le cadre et laisse mes yeux se poser sur la clé. Elle n'ouvre plus la maison d'Hélène, mais elle déverrouille quelque chose de bien plus grand. Elle parle de liberté gagnée, de dignité retrouvée, d'amour choisi plutôt que dû. Et en regardant le fleuve, je sais que l'avenir qui attend derrière ma porte est un avenir que j'ouvrirai selon mes propres termes.